Eh bien, bonsoir, non, bonjour, bien. Merci d'être là. Et c'est assez super d'avoir avec nous deux personnalités aussi différentes et en même temps aussi connectées que Derf Bagderf et notre ami Ron Régé. Hello Ron. C'est assez intéressant parce qu'ils ne se connaissent pas directement. Ils se sont vus ici. C'est une des premières fois où ils discutent de manière un peu plus longue, étant donné qu'ils sont rassemblés par ce lieu très loin de chez eux, qui est Saint-Malo. Donc c'est toujours super de pouvoir faire ce genre de choses. Personnellement, c'est la première fois que je rencontrais Ron en réalité, après avoir échangé de nombreux mails avec lui. Donc c'est aussi une opportunité qui est donnée par le festival et on en remercie ce festival. Et voilà, alors l'intitulé de cette discussion, c'est le rapport entre auto-édition et édition chez les auteurs américains. Il faut savoir que c'est connecté évidemment à l'exposition que j'espère vous avez vue au premier étage qui s'appelle Indie Americans, qu'on a monté avec Serge, autour de 17 auteurs qui ont travaillé et qui travaillent avec nos maisons d'édition. Et c'était à l'occasion d'une édition commune qu'on a lancé un peu ce projet de collaboration et d'exposition, parce qu'on n'est ni l'un ni l'autre des spécialistes de l'exposition. Mais on s'est dit, voilà, il faut absolument pouvoir amener en Europe des planches de ces personnes et montrer leur boulot et en même temps parler de cette relation assez différente de celle de l'Europe, qui est celle de la situation économique aux États-Unis et le modèle d'auto-édition. Sachant que donc la maison d'édition de Stéphano s'appelle L'Employé du Mois, c'est une maison d'édition indépendante basée en Belgique, qui a été créée il y a une vingtaine d'années, si je ne m'abuse. En 2000, exactement. Et la maison d'édition que j'ai montée s'appelle Les Éditions Ça et Là, qui a été créée il y a bientôt 15 ans. Nous, on est spécialisé dans l'édition d'auteurs étrangers en français. L'Employé du Mois fait à la fois des éditeurs étrangers et des éditeurs français. Et nous deux, on publie effectivement beaucoup d'auteurs anglo-saxons et notamment américains. D'où cette idée de coproduction sur une exposition sur des indépendants américains. Tout à fait. Alors, on a ici donc deux personnalités qui viennent de coins assez différents. Ron Régé vit actuellement à Los Angeles. Bagder vit plutôt dans Cleveland, dans l'Ohio. Ouais, dans l'Ohio. Donc voilà, donc ils sont assez distants. Ils ont en même temps, Ron est né du côté de Boston, donc en fait ils étaient initialement dans le même coin. Et donc ils ont vu l'émergence au courant des années 80 et surtout à la fin des années 80 d'une nouvelle génération d'auteurs indépendants. Donc il faut savoir qu'on connaît tous le mainstream américain, on en reçoit, on en voit, on bouffe du Spider-Man et des super-héros à l'appel, mais pour eux c'est encore pire, puisque ce qu'on appelle les Comics Convention aux États-Unis sont des énormes choses dans lesquelles on a du cosplay par centaines. Ils font des photos de groupe avec 200 personnes habillées en Batman, par exemple. Après ça, il y a les gens qui arrivent en Spider-Man, et puis les Wonder Woman, etc. Et donc, la bande dessinée indépendante, une bande dessinée comme celle qu'on aime et qu'on défend à la tête d'une structure dans laquelle on va aller sur des émotions un peu plus fines, sur des parcours autobiographiques, sur des choses beaucoup plus petites, avec un public qui est nettement moins, qui est nettement plus réduit, qui trouve très peu leur place dans la plupart de ces conventions. Il y a quelques tables dans un coin dans lesquelles on va retrouver des gens qui ont parfois des signes photocopiés, parfois il y a aussi quelques petites maisons d'édition. Mais voilà, donc la différence est encore plus massive entre ce qu'on appelle le mainstream et ce qu'on appelle l'indépendant aux États-Unis. Et donc, ça produit une scène qui est en fait une scène très connectée entre elles. C'est quelque chose qu'on a du mal à concevoir parce qu'on voit les États-Unis comme un espèce de Far West dans lequel celui qui dégaine le plus vite va dégommer l'autre. Mais en fait, il y a aussi beaucoup de bienveillance, et énormément de bienveillance dans la production américaine, c'est-à-dire que les gens se reconnaissent entre eux. Il y a une des choses que je trouve les plus belles, par exemple, qui est assez anecdotique, c'est que quand un jeune auteur commence, il fait son propre petit fanzine photocopié, c'est quasiment un rite initiatique d'aller dans une comics convention et l'offrir à ces héros, à ces auteurs qui vous ont mis au travail. Et donc les auteurs arrivent et ils offrent ce comics, et la tradition veut qu'en retour, la personne à qui on offre ce comics offre quelque chose. Ce qui est comme une manière de dire, ok, de faire rentrer à l'intérieur de ce cercle d'auteurs, ce jeune auteur qui arrive tout tremblotant. Et c'est une des choses qui ne se fait pas du tout en France et en Belgique, dans lesquelles on va acheter des hymnes des gens qu'on aime en disant un peu tremblant, j'aime beaucoup ce que vous faites, et l'autre dit oui,
moi aussi j'aime beaucoup ce que je fais. Et voilà, ça se passait comme ça, et il y a de très belles rencontres par ailleurs, mais cette espèce de rapport de guilde qu'on trouve un peu sur le territoire nord-américain a des effets assez positifs de ce côté-là. C'était placé un peu un contexte général, mais maintenant c'était intéressant de placer ceci. Peut-être qu'on pourrait commencer par une question à Delph par rapport au contexte dans lequel il a produit fin des années 80. Delph, I think you started by publishing little comics, but quite soon you published in a newspaper and things like this. And I heard you say several times that it was a good way to learn or to make comics. Oh, sure, yeah. Yeah. A lot of newspapers. We had what was called. Je vais juste rappeler aux gens qui comprennent pas anglais, donc la question portait sur le fait que. Oui, c'est-à-dire qu'une des choses particulières de Delph, qui est la personne la plus âgée de cette exposition, il approche des 60 ans, c'est vénérable. Il disait, j'espère que c'est pas vieux 60 ans, parce qu'en fait, je suis sûr qu'on y arriver. Et en fait, non, ce n'est pas vieux, Delph. Et il a pu commencer dans les années 80 en produisant des comics d'autoproduits, mais aussi en commençant ensuite à travailler pour des journaux et des revues, des magazines gratuits, des choses comme ça, ce qui permettait d'avoir à la fois un public on publie pour quelqu'un, on fait pas 15 photocopies pour des amis, mais aussi d'autre part, on s'exerce à travailler de manière très régulière. Faire un strip toutes les semaines, ça devient une cadence qu'on est obligé de respecter, c'est un très bon moyen d'apprentissage. So you learn comics by publishing newspaper and back to we had these things called weekly city papers. Donc en fait, aux États-Unis, il y a des magazines qui s'appellent les Weekly City Papers, qui sont des hebdomadaires par ville, locaux. And they were free underground papers that were in almost every city, right? In the U.S. and Canada. Et donc en fait, il y a des journaux gratuits qui étaient disponibles dans la quasi-totalité des grandes villes américaines et au Canada. Village Voice was the biggest one. Et le plus gros de ces magazines était aux États-Unis, alors à New York, ça s'appelle le Village Voice. And they were just full of comics. C'était complètement rempli de bandes dessinées. Which is not really, well, me, but not really in the Indian American show. But it was a huge part of the comics movement. Oui, c'est pas forcément des choses qu'on voit dans l'exposition qu'on a organisée, mais c'est une part très importante de la production dessinée dans les années 80. So you had Chris Ware and Matt Groening and Ellison Bechdel and Charles Burns and Linda Barry. Did I mention her? And myself, and who else? Geez, so many. Donc il a cité des auteurs et des autrices. Kaz, yeah. And I was in about 145 of these papers. Donc lui, les strips que Delph faisait étaient diffusés dans 244 de ces magazines. Which was great because unlike the guys who were doing mini comics, I was actually making a living. And people were saying what you were doing. Yeah. Outside of the kind of like small world of comics. Yeah. What year did you start? Non, ce que disait Delph, ce qui est génial, c'est que du coup, il pouvait, contrairement à la plupart de ses collègues dessinateurs de comics, vivre de son métier, puisque effectivement, les journaux le diffusaient. Et comme disait Ron, Régé, ça lui permettait d'être vu aussi d'avoir une visibilité nationale. What was the question? What year did you start? 89. Il a commencé en 1989. So I was pretty early on, and I did it all through the 90s and then into the 2000s, and then I got bored with it. Il a continué à faire ça jusqu'à dans les années 2000 avant d'arrêter par an. But it changed everything in American comics. The free weeklies and the mini comics revolution just changed everything. Il dit que les gratuits hebdomadaires et les mini-comics ont complètement révolutionné le paysage de la bande dessinée américaine. Because before that it was just Marvel or DC, and superhero stuff and the really boring comics, and then suddenly there was just this avalanche. And there was kind of a space between the undergrounds of the 60s. Right. There wasn't really. No, we were not part of that. Yeah, but it almost just, when I was young, I didn't actually really know about the undergrounds. Right. Avant, il y avait justement les comics de Marvel et DC, donc plutôt de super-héros, et il y a eu un énorme afflux de nouveaux auteurs par l'intermédiaire de ces médias de diffusion.
Et ce que disait Ron aussi, c'est que c'était distinct de la vague de l'underground qui avait eu lieu dans les années 60 avec les magazines de crime, etc. Là, on avait vraiment affaire à une pléthore d'auteurs et d'autrices qui publiaient par ce biais. I think our comics were a lot better. Well, those undergrounds are all about creepy sex and just really angry, weird, kind of disturbing comics where the ones that came in the 80s and 90s were really good and really interesting. Et donc après d'ailleurs, les comics, les mini-comics et les fanzines des années 80-90 ou ceux publiés dans ces magazines étaient de bien meilleure qualité, ou en tout cas plus intéressants et diversifiés que le comics underground des années 60 qui était très transgressif, sexuel et spécialisé sur un type particulier. And then that gave, in like the 2010, suddenly we got graphic novels and it's big, huge selling books, and so it just really kind of led to this great renaissance in comics in the US and in Canada. Et les années 2000 ont vu l'émergence du roman graphique, le graphic novel américain, sous forme de livres, distribués très largement dans les librairies, qui est une autre évolution du mode de la bande dessinée aux États-Unis. Did I answer the question? You can answer the question, yeah. Maybe you can ask, on peut demander maintenant un peu à Ron, qui a lui un parcours qui pourrait sembler classique par rapport à des étudiants français et belges, c'est-à-dire aller à l'école, découvrir le plaisir de faire du comics, et puis sortir et se lancer dans l'auto-édition. Donc il a commencé par quelque chose comme ceci, sauf qu'on verra, il a eu quelques sorties différentes. So Ron, you started on your side by an art school, where nobody cares about comics. Yeah, I would show them. For instance, Charles Burns wasn't a giant illustrator yet, so I would show them things like Charles Burns did things that I liked, and they would say, "No, what is this? Stop!" It was not. There was no appreciation for comics when I was in school, and I was actually thinking about. I graduated high school in '88. I was in art school from like '89 to '93, and I very much wanted to be in the alternative weeklies, but to be honest. You guys tended to hold on to your spots, and there was not a lot of room nobody was dropping out, and there wasn't really room to do that. You had to fight your way in. Had to fight your way in, and I'm not much. I really respect the weekly comics to show to the general public. And my stuff is a little more arty and is for the underground, but I knew I wasn't going to be able to do that, and that's why I was like, well, I'm just going to Xerox things myself, and then kind of go amongst my friends and stuff like that. But yeah, but I very much wanted to. I was like, and being in alternative weeklies would have been what? Yeah. Alors, Ron a commencé par dire qu'à l'école, en fait, il n'y avait aucun intérêt de la part des professeurs pour le comics, donc il a amené des choses comme Burns, des grosses figures qui lui semblaient être importantes dans le domaine du dessin. Donc simplement, il y a une forme de virtuosité graphique chez Burns qui était indéniable, et à l'école on lui disait laisse tomber ce truc et fais de l'art, fais des images en grand, fais des choses comme ça. Donc déjà ceci, et il a continué en disant qu'il a beaucoup lu toutes ces revues dans lesquelles on publiait de la bande dessinée alternative, et il appréciait beaucoup ce qu'il s'y faisait, mais il a fait ici en direct un reproche à Delph d'avoir gardé la place. Il n'y avait pas beaucoup de place pour des gens comme lui, avec un dessin relativement alternatif, et donc Delph avait déjà pris la place avec les autres, et donc finalement il casse bien la figure. Non, je ne crois pas qu'il ait dit un truc comme ça, mais qu'il lui en voulait un petit peu quand même de ne pas avoir pu laisser un peu de place pour cette génération un peu différente. Mais en même temps, voilà, Delph a répondu par un pied de nez très sympathique, et je crois que ça se terminera par une bière, un truc comme ça. Bien, voilà. Okay, so you at the moment you were graduated, you start publishing yourself, and you were helped because you start working in a Xerox place. Yeah, I knew that I needed a job as a young guy, and I realized that working in a Xerox shop would be the best way to do it. And I would definitely say that as soon as I started making comics, that there was an underground system that mostly existed for punk rock. And as soon as I started Xeroxing comics, and there was something called Fact Sheet 5, you would take it out in an ad,
And instantly, but by 1990, 1991, I was mailing my comics to Japan, to South Africa, to France, all over the world. And even though what we were doing was completely invisible to the public, we had this underground culture that was all over the planet. And also, I was the guy in the Xerox shop that could make people free copies. There was the guy that gave you free coffee. There was the guy that let you into the movie theater. There was the guy that let you in to see the rock show that then would come and be like, can you make flyers for me? And I would secretly make things. But I was a very good worker, so when my bosses found out that I was stealing copies, they said, just make sure we don't see it. Do whatever you want. Because these giant Xerox machines, it doesn't, 1,000 copies doesn't mean anything. These machines were running all night, overnight, making legal forms or whatever. So. Donc Rod racontait qu'il est, au sortir de l'école, son premier job a été de bosser chez un imprimeur photocopieur, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, une boutique de photocopie, comme il en existait dans les débuts des années 90. J'aurais d'autres anecdotes à raconter sur cette période, sur la relation entre la France et la Belgique, parce que je suis belge, et qu'en Belgique, on avait de meilleures photocopieuses que le fou des Français. Et donc pas mal de Français venaient photocopier en Belgique. Et c'est des photocopies qui étaient un pont en France. Et donc les gens qui faisaient un mémoire, donc un mémoire de 300-400 pages et ils veulent faire en 10 exemplaires, c'était moins cher de payer un billet de train pour venir à Bruxelles le faire photocopier que de le faire à Paris. Et donc on avait... Et donc voilà, et puis on avait de très bonnes photocopieuses qui faisaient des réductions et des trucs comme ça. En tout cas, Ron a commencé à travailler dans ce genre de magasin et ça lui a... directement au moment de la production, il a pu avoir accès à comment mettre sa production et la renseigner dans des revues qui n'existent pas du tout sur le sol européen, qui étaient des espèces d'énormes annuaires de production underground, qui étaient très fort liés au rock et à la scène alternative punk. Donc c'était des espèces de bottins mondains, mais orientés sur la micro-production et sur la musique alternative. Et une fois que votre nom y apparaissait, eh bien vous étiez directement en contact avec un énorme public qui était disséminé partout dans le monde. Et donc ce qui lui a permis de vendre des comics après quelques mois vers l'Afrique du Sud ou le Japon, ou des endroits assez incroyables. Donc on pouvait être tout à fait inconnu et un petit photocopieur dans une ville paumée et en même temps être connu dans d'autres pays pour sa production, ce qui était tout un paradoxe évidemment. Un paradoxe qui le mène à être ici alors que je pense que 99,999% des personnes dans cette ville ne savent pas qui il est. Voilà, il y avait une seconde partie. Non, je crois que c'était bon. Ok. On pourrait peut-être parler de la partie mini-comics aussi. Franzine demandait à Nerf quand il a commencé à faire des mini-comics, quel était le début de cette pratique-là. Nerf, when you start to do mini-comics, your own mini-comics, and sell them, and how and why? How and why? Yeah, why? I think I did my first one maybe in the 94, 95. I was really late to it, but... Il a commencé en 94, 95, donc plutôt tardivement. I did it just for fun, really. I didn't really do mail order because that was a pain in the ass. Il ne faisait pas les envois par courrier parce que ça coûtait du trouble. Yeah, and I didn't need I didn't need the money because I was making money off the strip, which I was sending out by the mail anyways. Ouais, il avait des revenus grâce à ses strips pendant qu'il était publié dans les magazines, il n'avait pas besoin de vendre des comics. But in the US it's a little different than here because we actually have two different systems of comics. The mainstream comics have their own festivals like San Diego Comic-Con or New York Comic-Con or Wizard World. Le système des conventions est un peu différent aux États-Unis parce qu'il y a des très grosses conventions pour la bande dessinée mainstream avec le Comic-Con de San Diego, Wizard World, le Comic-Con de New York. Which are these huge corporate festivals that are really just kind of sickening. Qui sont des gros événements corporate qui sont absolument écœurants et de plus en plus écœurants. But there's also a system of alternative comics festivals, which are really great, and that's where we all go to like sell our work.
And I would go to these festivals and you'd have a table and I have to have something to sell, so I just made some mini comics just to have, something to sell and talk to the fans. That's really the only reason I did it. Et à côté de ces gros événements, il y a tout un réseau de conventions alternatives spécialement dédiées à l'édition de bande dessinée indépendante et où les artistes venaient eux-mêmes et DAF a commencé à le faire. Et donc il avait besoin d'avoir des choses à présenter, à montrer. C'est pour ça qu'il a commencé à auto-éditer des mini-comics et à les vendre sur ses stands. Ou d'ailleurs, je remarque, most of the time you pay for your table, right? For those, Not always. Depends. Yeah. Donc c'est pas toujours le cas, mais souvent les auteurs payent eux-mêmes pour avoir leur table et devenir leur propre exposant en fait. In general, people need to pay for their own table and are hoping to sell enough books to pay for their expenses to travel. Which is not easy. Et en général, l'idée Hotel and travel, you're talking, probably, I don't know, $1,000. Or just, I did a lot of sleeping on floor and so forth. Ron disait qu'il a souvent dormi par terre parce que l'idée c'était de se rembourser quand même des frais de déplacement, des frais d'hébergement, de nourriture, plus le coût éventuel de la table, donc il fallait quand même vendre pas mal de mini-comics. It's like this whole group of comics gypsies, they go from festival to festival. Les gens du voyage de la bande dessinée en fait qui allaient de festival en festival à travers les But you get some really great comics, and people came out of that system that went on to be very big names. Mais c'était vraiment un vivier très important et des grands noms sont sortis de ce système de l'auto-édition. And for me, the first really, the big self-published book I did, the first one I did got an Eisner nomination, so I was like, Et le premier qu'il a auto-édité, le premier comics qu'il a auto-édité a été nominé pour les Eisner, qui sont les gros prix les plus prestigieux dans le cinéma américain. What was the name of the award? Yeah, but the award. Eisner? Will Eisner? Yeah, but which one? Which category? I think it was self-published, single issue or something like that. Donc ils ont une catégorie dédiée aux bandes dessinées auto-éditées en fait. Yeah. So that really was what put the thought in my head. Maybe I'm working in the wrong genre here, and maybe I should try longer comics, and that proved to be. C'est là qu'il s'est dit que peut-être qu'il pouvait quitter le comic strip, c'était des bandes de 3 cases, et aller vers la bande dessinée à proprement parler, les récits plus longs, et c'est ça qui lui a mis la puce à l'oreille. Donc, j'ai pas traduit, mais c'était incidemment le comics auto-édité dont on parlait, qui fait 24 pages, c'était la toute première version dans les Danner, qui est donc une version dont les 2 pages sont présentées dans l'exposition-là, qui a plus tard été redéveloppée en roman graphique de 100 pages, qu'il a redessiné et complètement développé pour en faire quelque chose de beaucoup plus conséquent. So the lesson there was that I wasted 20 years of my career. Oh, La morale, c'est qu'il a gâché 20 ans de sa vie à faire du strip, mais c'est pas vrai. Ils sont très bien ces strips, on les a publiés. Alors, pendant ce temps, Ron, lui, était dans sa boutique de photocopie, et je reprends là où il avait laissé, ça a plusieurs vertus d'avoir ce boulot. D'une part, en fait, il était devenu très courtisé par les gens des environs, puisqu'il avait accès à des photocopieuses et il dessinait, et donc des gens venaient lui demander un peu des petits services, genre tu peux faire une carte de visite, et je sais pas beaucoup de choses qu'il pourrait faire comme ça. Et évidemment, lui qui était une espèce de bonne patte pouvait le faire, et il racontait que comme il était un très bon ouvrier, il a dit ça avec une forme de j'étais un très bon ouvrier, et donc son boss lui disait du moment que je ne le vois pas, donc c'est lui qui le voyait quand même, du moment que je ne le vois pas, tu peux continuer à le faire, mais voilà. Fais gaffe, de toute façon, ces machines, ces énormes machines qui travaillent toute la nuit, et un peu des choses peuvent bien tourner pour quelques centaines de pages de plus. Et donc, à côté de ça, la question que je voudrais poser maintenant, ça n'a pas eu que cette vertu-là de pouvoir produire comme ça sous cachet, et donc de diffuser une part de son travail sous forme de petites illus, sur toutes sortes de petits supports comme ça. Il a aussi pu utiliser ces machines pour expérimenter la photocopie comme mode de production, comme mode d'imprimerie. On a souvent tendance à voir qu'il y a des espèces de méthodes nobles d'impression qui seraient l'offset pour le mainstream, mais aussi la gravure, la sérigraphie. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites dans cet ordre-là dans les années 90 en France, en Belgique. Il y a
par exemple Hôpital Brut, qui est une maison d'édition qui s'était spécialisée dans la sérigraphie, et faisait des bouquins très lourds, tellement il y avait de passages d'encre qui sentaient l'alcool, puisque c'était de l'impression à l'alcool qui vous enivrait dès que vous ouvriez le truc, mais d'un bon sens littéral du terme. Mais ici, Ron est resté plus purement dans l'axe de la photocopie, mais à l'intérieur de ça, c'est-à-dire qu'on peut travailler sur le format, on peut travailler sur les couleurs, sur les méthodes d'impression, parfois il y a des poudres couleurs pour les photocopies. So during all the time, he was trying to be a best drawer and he quit the street to go the famous author of long stories like he is now. You were photocopying everything in your shop and trying to make things with color paper, different size. Yes, I think having gone to art school, I decided that in making my own comics would be my art form as opposed to painting or drawing or sculpture or all of these different things. And I noticed, just being a young person, that the people who were making these giant paintings and making sculptures, they didn't have anywhere to show them. They didn't have galleries. And I'm sitting there saying, well, I'm sending my stuff to France and Japan and Belgium and all over the world, and I was very much just separate from the history of comics. I was making little books just as my own personal art form, and I could do whatever the hell I want to know and tell me what to do. Il dit qu'en sortant d'une école d'art, et avec une formation artistique et pas une formation autour de la bande dessinée, il a vu dans l'autopublication et dans le zine une forme d'art qui serait sa forme à lui. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de faire comme le faisaient ses collègues de la peinture, de la sculpture, des objets, lui, bien, ces objets seraient des impressions photocopiées et que ce serait sa forme d'art en tant que telle. Donc, un médium nouveau qui serait le sien. Et il disait l'avantage par rapport aux peintres qui étaient dans mon école, c'est que quasiment aucun n'avait une galerie et donc il faisait ces objets qui restaient chez eux, alors que lui pouvait trouver un réseau de distribution et donc faire exister son travail sans devoir passer par l'aspect très contraignant de devoir trouver les intermédiaires entre lui et le public final. Pour Der, c'était peut-être un peu différent parce que c'est vrai que c'est un cas un peu particulier. Le comics autorisé de Damer, il était dans un format de comics classique en fait, qu'il avait fait imprimer. Maybe you could talk about why the reason why you chose to have your own self-published My Friend Damer comics published as not real, but means that you Xerox and everything. So how did you choose what to do? I mean, at that time there were some small printers that actually made comics and like the original My Friend. I mean, they looked like, the American floppies, Donc à cette époque, il y avait beaucoup d'imprimeurs locaux du côté de Cleveland qui faisaient des impressions de comics qui avaient l'air des comics Marvel, en termes de fabrication, des comics Marvel ou DC Comics. And it was very cheap. I think it cost maybe 30 cents to print a copy. Et ça coûtait vraiment pas grand-chose, ça coûtait à peu près 30 cents l'exemplaire. So you sell it for $3. I mean, that's not a bad profit. Et en les vendant à $3, pardon, ça faisait quand même une certaine marge, donc ça pouvait être intéressant. And there was this bizarre system where you could sell to the big distributor, the comics distributor, which was called Diamond, which is this evil corporation. Et donc il y avait un système un peu bizarre, mais qui permettait à des auteurs de vendre à un distributeur, le distributeur qui a le monopole des mises en place et des ventes des bandes dessinées dans le réseau des spécialisés BD, qui s'appelle Diamond, que Der décrit comme le diable incarné. And so they put out this monthly catalog that they send around to all the librairies. Et donc en fait tous les mois ils publient, Diamonds, le distributeur, publie un énorme catalogue qu'ils envoient à tous les libraires qui présentent toutes les nouveautés qui apparaîtront dans les prochains mois et où les libraires peuvent noter les commandes qu'ils vont faire. So I just had this little ad, that said My Friend Dahmer, what it was about. Et donc à l'intérieur d'un de ces mensuels professionnels, donc il y avait une petite publicité que Nerf avait payée pour présenter son projet de bande dessinée Marvel Dahmer. And then Diamond will send you how many copies were ordered, and it was like 10,000 copies. La publicité ayant été passée, Diamond lui a renvoyé les commandes qu'ils avaient reçues par cet intermédiaire, et c'était 10 000 exemplaires, ce qui est gigantesque pour Most self-published comics are lucky to sell 1,000. C'est ça, la plupart, quand ils ont de la chance, ils en vendent 1000 exemplaires, ce qui est déjà
très bien pour un Yeah, it grand was dessinateur. crazy. It's kind of holy shit. And so then the Diamond Order paid for everything and paid for more. So it really worked out well, that first one. I don't think I would ever have another one like that. Il dit que ça s'est vraiment bien passé pour celui-là. Did you choose to make like regular zines at the same time, or Yeah, I after was that? doing both. I was doing all this. I was just trying different things, what would work. Donc il faisait tous les types de bandes dessinées auto-éditées à cette époque-là, des choses que vous avez pu voir ici. Il reproduisait, photocopiait certains des strips qu'il faisait et qu'il mettait dans une carte un peu plus rigide comme une couverture et qu'il vendait sous ses stands. The problem with mini comics is, how do you get them out there to the people? It was the distribution. That was the big challenge. Ouais, l'énorme challenge dans ce cas de figure-là, c'est comment est-ce qu'on les distribue et comment est-ce qu'on fait pour les envoyer aux gens et faire en sorte qu'ils les connaissent. So either you slowly build like a fan base for mail order, or you just go to like 50 festivals a year, and neither one really appealed to me very much. Donc soit on se construit progressivement une base de fans, de lecteurs qui suivent votre travail et à qui vous envoyez systématiquement les mini-comics par courrier, soit il faut faire la tournée de tous les festivals et, de façon exhaustive, et ce qui peut être épuisant, et aucune des deux solutions ne l'excitait particulièrement. John Porcellino, who's in the show, is like the king of mini comics. He I think he lived in his car for 20 years. He would just lived in his car. He would just go from show to show to show to show to show to show. Il dit que John Porcellino, qui est présenté dans l'exposition ici, est le roi du mini-comics et de ce système de distribution, et qu'il aurait littéralement vécu dans sa voiture pendant des années, tellement il passait son temps à aller de convention en convention pour vendre ses mini-comics, une série qui s'appelle King Cat, et alors John Porcellino est un auteur publié à l'employé du mois, qu'il a commencé il y a 20 ans ou 25 ans. fin des années 80, 89 je pense aussi. Donc, et non seulement John Porcellino pouvait avoir des planches extrêmement minimales dans l'exposition, a initié, elle fait partie de ces gens qui sont allés en effet de convention en convention, et il est par ailleurs devenu diffuseur à lui tout seul, puisqu'il prend le travail d'autres personnes autour de lui et fait ce travail, puisque il est quasiment dans tous les festivals, et c'est ça. Il diffuse aussi le travail d'autres personnes. Et en fait, c'est un personnage très généreux qui, par ailleurs, a formé des gens. Noah Van Siever, qui est dans cette exposition et qui a 20 ans de moins que lui, il a été pris sous l'aile de John Porcellino, qui pourtant n'est pas un type plutôt maigre, mais il a quand même pris sous son aile et il l'a emmené comme ça de festival en festival, et non seulement de festival en festival, mais aussi de lieu de distribution, parce qu'entre deux festivals, il va dans les boutiques qui vendent ces bandes dessinées pour faire des dépôts, reprendre les dépôts qui ont été faits. C'est donc un travail éreintant, mais qui pour lui fait partie d'une pratique zen quasiment. Et il a formé par exemple quelqu'un comme Ron Régé à cette espèce de métier étrange d'être son propre diffuseur, le diffuseur d'autres, et en contact avec les libraires et les festivals et les fans, etc. Donc qui sont vraiment, c'est un métier assez énorme. This is all before the internet, keep in mind. I know it's always the cliche thing to add to it is and before the internet, but it is true that these shows and these different ways of seeing things, when you would go to a show and discover an artist, it was always very exciting, because you wouldn't have had no idea something existed until you... Ouais, donc ils rappellent tous les deux que tout ceci se passait avant l'Internet, c'était quasiment impossible à réimaginer maintenant, et donc aller dans une convention et découvrir un nouvel auteur pouvait être quelque chose de vraiment excitant, c'est-à-dire qu'on pouvait dire « Waouh, quel est ce travail ?» découvrir sur une table quelque chose qu'on n'avait jamais vu, ou quelqu'un dont on avait entendu parler dans une de ces revues qui collectait un peu toutes les informations sur tout le monde, et d'un seul coup rencontrer un type dont on voyait le boulot pour la première fois. You on your side have been a little bit to this convention and make the work there. Said it was quite annoying for him. And was it a good experience on your side to go to the convention, or did you? It depended. For me, it was fun because I was with a whole group of guys. It was maybe 10 of us kind of rotating in. So it was like being in a band or something. We were really just this crew of people that were just do or die,
Like, we would go to these conventions, and even the underground conventions were still full of books that had been published, you know, actually published with the printing press, and we just had Xeroxed things, and there was no one else really doing anything like that. So we were very kind of like, look at us, we're making this completely different kind of art. And a lot of the guys kind of were punky looking and stuff like that. And, you know, it was just fun to be with a group of people sleeping in a van or going around and staying in different people's houses and stuff. So that aspect of it was fun, but only for so long. Only until, you know, by the time you reach 30, you kind of want to stop doing that. But, Donc Ron raconte que c'était des expériences de son côté qui étaient assez intéressantes parce qu'ils étaient en groupe, ils étaient une bande de gens qui se retrouvaient en effet, on parlait tout à l'heure, Dave parlait de gypsies, qui se retrouvaient de convention en convention et qui tranchaient un peu dans le paysage. On a parlé donc face à des gens qui avec une approche très traditionnelle du comics américain, ces choses photocopiées étaient assez étranges et le fait d'affronter en groupe cette situation, de dire regardez, nous on fait de la photocopie et ça c'est le prochain truc, ça permettait de se serrer les coudes et puis c'était aussi une certaine faune puisqu'il y avait quand même encore une forte identité un peu punk, alternative, etc. Ron à l'époque avait de très longs cheveux, il s'est coupé les cheveux il y a quelques semaines, je suis assez déçu parce que du coup il a l'air beaucoup moins d'un hippie californien que d'habitude, mais il a dit qu'il ne laisserait plus pousser désormais, donc quelques choses ont changé dans sa vie. Mais donc du coup ils étaient aussi une faune, c'est-à-dire des gens très reconnaissables et qui tranchaient par rapport à ceci. Mais il dit aussi que c'est le genre de choses qu'on fait un temps et qu'approchant la trentaine, à un moment donné on commence à être un peu fatigué de ça. And nowadays, how many conventions are you still doing? I don't, unless I'm invited, I don't go. I don't go of my own accord. If they want to invite me to come, I will come. Yeah, that too. Yeah. I don't do enough stuff to pay for a table and to do that sort of thing. But it's a big difference. I'd say that the next thing that kind of happened for me was my friend Tom Devlin, who was worked in the comic book store. He had this idea in probably around the mid-90s, 95, that graphic novels existed, but they were just collections of comics that had already, issues 1 through 10, put into a book. Mm-hmm. And he had this idea, he said, I'm going to publish books, and books will come out, and they will have not been put into issues first. The only way you will see it is in a book form. Mm-hmm. And this was we had heard that maybe this happened in Europe, but this wasn't really a thing to do, so from 95 to 2000, I worked on one book, and I didn't make any copies of it. And then right at the end of 1999, my first book came out, and it was 250 pages. Mm-hmm. And with a few of my other friends, we had these entire books. We didn't use the word graphic novel. We didn't have that term yet. We didn't know what to call them. But this was this kind of idea that we had that we would make these giant... And it sounds strange now because graphic novels became this big thing, that at the time it seemed like this kind of revolutionary idea to put out comics that hadn't been serialized. Ok, donc il adore commencer. Je lui ai d'abord posé la question de savoir s'il allait encore beaucoup de conventions maintenant. Il a répondu qu'il y allait uniquement s'il était invité, qu'il n'a plus une production suffisante pour pouvoir payer une table. Donc, comme on l'a dit, il faut payer une table, il faut se déplacer, il faut avoir une nuit à l'hôtel. À son âge, on ne couche plus dans les travées de festivals. Donc, c'est bon, quoi. Et donc, voilà, uniquement sur invitation. Et donc, il est revenu ensuite sur ce moment crucial aux États-Unis de la moitié des années 90, où il rencontre... il connaît Tom Devlin depuis assez longtemps. Tom Devlin était un auteur, mais aussi quelqu'un qui travaillait dans la librairie, là, à l'endroit... Was it in Boston? You met Tom Devlin? Yes. Donc à Boston, voilà, Tom Devlin est quelqu'un qui s'occupe de la partie indé, enfin comics de librairie, et en tant qu'auteur, il est intéressé à montrer le boulot d'autres auteurs, dont Ron. Et à un moment donné, autour de 95, il dit, dans le fond, plutôt que d'attendre qu'un auteur fasse le numéro 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'au 10 d'un
d'un projet et puis qu'on le mette tout ça ensemble pour en faire un livre, on pourrait imaginer qu'on pourrait faire un livre en pensant directement le projet comme étant un livre et en sans publier faire des petites publications intermédiaires. Donc ce qui semble du point de vue européen, on dit bah, oui, en effet, mais là-bas et dans ce champ, ça semblait quelque chose de tout à fait étrange. Et Tom Devlin est devenu le premier éditeur de Ron Regé Jr. et en fondant une maison d'édition, on dit bah, je vais faire une maison d'édition pour faire ça, qui est devenue what was the name? Highwater Books. Ah oui, Highwater Books, donc qui va continuer jusqu'en 2004 environ, donc une dizaine d'années. Et il va devenir l'éditeur de toute une série, toute une jeune génération et fabriquer des bouquins. Là, Ron a parlé d'un de ses premiers projets où entre 95 et 2000, il va se consacrer à des longs projets et d'un seul coup faire un bouquin de 250 pages. Ce qui semblait, le roman graphique existait à l'époque en Amérique du Nord, mais ça semblait quand même, à l'intérieur du champ où ils bossaient, quelque chose de tout à fait étrange, de renverser, de leur point de vue, de renverser la production et d'aller depuis le fascicule vers directement quelque chose qui soit un livre. Et donc ça lui a semblé une révolution à ce moment-là, puis il est devenu absolument standard. Peut-être tu peux poser... Do you still attend to conventions? I know not maybe fewer than you used to do, but you still 4 or 5 maybe. You have your signs and yeah, two sets I'm of kind of tired of books. that. The problem is, when you have minis or floppies, as we call them, in the U.S. and Canada, it's all about the floppy, that 24-page comic book. They're really light, but when you start hauling around 250-page books, it's like it weighs as much as a car. I don't really feel like hauling all those into a... Donc je disais qu'il continue à faire quelques conventions avec ses propres tables où il vend ses propres livres, mais comme il le remarque, il peut le faire de moins en moins parce que comme il fait du roman graphique, des livres qui font 250 pages, ça devient un petit peu compliqué en termes de logistique de partir avec des dizaines ou des centaines de livres en voiture. Ça pèse très très lourd, alors que quand c'était des mini-comics et des floppies, comme ils disent, c'est-à-dire du format comics américain, ça prenait beaucoup moins de place. Parce qu'effectivement, en fait, sur ces stands-là, pour les auteurs qui sont aussi publiés chez des éditeurs, on voit, et c'est assez surprenant pour nous, mais on les voit assez souvent vendre leurs propres livres. C'est-à-dire qu'ils achètent, ils ont la possibilité d'acheter leurs livres à prix réduit, en général à 50%, à leur propre éditeur, pour ensuite les vendre au prix de la couverture sur leur stand et se faire donc une marge de 50%. Yeah. Et donc voilà, on a donc un modèle économique tout à fait dans lequel il y a des petits morceaux qui sont assez différents, mais qui permettent quand même une survie économique, comme on l'a vu, avec un petit arrangement avec les Comics Convention, la vente par correspondance, la production. Once you were published by Tom Devlin and have contacts with Ron Quarterly at that time? Not at that time in the beginning. Okay. I grew up reading Drawing Quarterly and Fantagraphics, and I never imagined in a million years that they would publish my work. So They always rejected me. yeah. All And there were, of course, the bears hated my work. But there were, there might have been 10 or 20 other little publishers like that, but there's not that many of them that kind of made it through. I think of most publishers last maybe 5 years or so. Donc je lui demandais si c'est à l'époque où il a été publié par Tom Devlin, donc avec Highwater Books, qui était un relativement petit éditeur. Il a aussi pris contact avec John Quarterly, qui est un éditeur montréalais relativement important, ou Fantagraphics. Et à l'époque, ce n'était pas le cas. Et Derf en profitait pour dire que lui, il avait été refusé. Who reject you? John Quarterly or Fantagraphics? Or both? Both. Et donc lui, il a présenté son travail à ces deux éditeurs qui étaient les plus connus pour l'alternatif. Et tous les deux ont dit on déteste ton boulot, donc on va te faire voir. Et donc ils s'en mordent les doigts aujourd'hui. Fantagraphics was infamous for its rejection. Now I never got this, but sometimes you'd send them like a submission and they'd just write no in big red letters and send it back to you, and that was it. Il dit que l'éditeur Fantagraphics, qui est le plus vieil éditeur de dessin indépendant aux États-Unis, était connu pour ses lettres de rejet. Et souvent, il leur arrivait de renvoyer la lettre envoyée par les auteurs et les autrices qui présentaient les projets barrés d'un gros gigantesque non en rouge, un peu comme à l'école. Et juste incidemment, finalement, le livre dont on parle, donc Mon ami Hammer, a été publié par un éditeur, grosse maison d'édition qui s'appelle Abrams, qui est
pas They vraiment both de maison. rejected my friend Dahmer. Non, I'm talking about Abrams. Donc c'est Abrams, cette grosse maison d'édition généraliste qui a commencé à faire un petit peu de bande dessinée, qui a fini par publier Mon ami Dahmer, et c'était d'ailleurs une de ses premières bandes dessinées. I think it was their first graphic novel. One of them. Ouais. Now there's a lot of big publishers who are putting out graphic novels, not just Fana and Drona Quarterly. I mean, there's probably a dozen other really big. Who owns Abrams? It's a French company. Abrams c'est parti maintenant du Le Seuil La Martinière et donc de la participation qui détient également. So these are huge companies, but they're putting out these really great comics. It's you know, we had to wait for the business to change before we could start getting published. Well, in comics, almost people talk about like the book industry dying in America, but the one thing people will buy are books with pictures in them. And graphic novels really kind of saved the publishing industry in the last decade. And you know, the publishing any sort of books was really going down, and comics really put this kind of base in the publishing industry, it seems. Donc Ron a insisté sur le fait que l'industrie, la littérature aux États-Unis s'est vraiment effondrée à partir de ce moment-là, et que le roman graphique est vraiment ce qui a sauvé l'édition d'imprimerie. Parce que les gens sont d'accord d'acheter des choses avec des images dessus beaucoup plus qu'avec des caractères très fins. Vous voyez ces trucs qui se mettent en ligne sur des pages et puis on tourne et puis il n'y a pas d'image dedans. Et donc que vous et nous on adore, mais qu'en fait qui sont tout à fait bizarres. Parce que quand on fait ça, ça ne bouge pas. Et donc voilà, c'est une industrie qui a été relativement florissante et donc dans laquelle ils ont pu se retrouver. Peut-être parce que c'est quasiment là en fait, s'il y a des gens qui veulent poser des questions, laisser un petit temps. Oui. Je ne sais pas s'il y a des gens déjà qui ont des questions à poser à Ron ou à Derf, Stéphane ou moi, sur ce que vous avez lu ou sur entendu. Je voulais juste rajouter une anecdote, le temps que vous pensiez à quelle question vous voulez poser, que cette idée de lettre de rejet particulièrement cruelle qui était envoyée, il y a tout à fait l'équivalent en français, en fait, l'association qui s'est créée en 90 et qui a été très rapidement une des meilleures maisons d'édition de bande dessinée alternatives, était menée par Jean-Christophe Meny et qui a été connu aussi pour ses rejets cinglants. Je crois qu'à un moment donné, ils avaient 3 cartes postales qui leur servaient, qui étaient, il y en avait une qui disait n'envoie plus jamais rien, espèce de sale con. Enfin, vraiment des trucs très 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 durs, genre oh là là, c'est vraiment merdique, et l'autre qui était ça pourrait le faire. Tu parles en connaissance de cause parce que Stéphane est auteur également, donc je me demandais s'il n'y avait pas quelque chose qui s'était passé, du vécu. Quoi. Non, moi je me suis jamais dit, un peu comme Ron disait tout à l'heure, je n'ai jamais cru que je pourrais publier par l'association, donc j'ai jamais essayé non plus. Je me suis dit plutôt typiquement que j'allais faire ma propre maison d'édition, c'était une meilleure garantie de ne pas recevoir des noms crapuleux. Et voilà, les noms venaient plutôt des gens sur les tables dans les festivals. Genre, oh non, j'achèterai jamais un truc pareil. Mais voilà, moi j'ai plein d'anecdotes que je pourrais vous raconter sur des Angoulêmes où je me demandais, mais le suicide est-il toujours une option? Oui, en fait. Donc, alors vous étiez à côté de quelqu'un comme, s'appelait-il encore Blanquet, Stéphane Blanquet, qui dans le début des années 90 était une espèce de star nationale et internationale et qui arrivait le jeudi à Angoulême avec ses comics. Et il fermait sa table le jeudi à midi parce qu'il avait tout vendu. Et vous étiez là avec 20 comics, 20 fanzines, et vous alliez en garder 18 à la fin du festival. Donc c'était vraiment assez dur à vivre. Donc, ceci vous a laissé le temps largement de réfléchir à des questions. Je suis désolé. Si vous en aviez. Non, personne. Peut-être on peut clôturer avec l'actualité, un peu, pour voir un peu où on en est maintenant. C'est-à-dire que, voilà, donc des choses qui étaient intéressantes dans cette exposition, c'est qu'on s'intéresse à des gens qui ont une pratique de l'auto-édition. Et si vous avez été voir l'exposition, en fait, certains d'entre eux ont commencé par l'auto-édition, et puis à un moment donné, ils rencontrent un éditeur, ou une situation économique qui leur permet de se passer de l'auto-édition, et c'est fini, ce qui est très louable, on passe à autre chose, et où d'un autre côté, certains auteurs disent « je n'arrêterai jamais d'auto-éditer » parce qu'il y a à l'intérieur de l'auto-édition toute une série de vertus, comme on l'a dit, la rencontre directe avec un lecteur,
un contact aussi avec la scène, avec d'autres personnes qui éditent. Il y a l'attrait économique, on peut vendre directement ses propres productions et donc on s'en retire un certain profit. Et donc par rapport à ça, je crois que les deux auteurs ici présents sont assez différents. Ron, actually you are still self-publishing your stuff. Yeah, it's funny, this kind of wide circle of going around with things. I find that self-publishing is still a great way to do things, and honestly to make more money selling stuff, because I can use the internet to promote it. But for the last 4 years, I've been doing a zine subscription, so people get a zine every month, and it kind of keeps me. I have a responsibility to do it, and it's been a good way of kind of keeping myself doing things. Donc Ron dit qu'en fait, après ce grand tour, eh bien oui, il continue à autopublier et que l'autopublication reste pour lui un modèle économique tout à fait qui lui permet de tas de choses, donc notamment d'être libre, mais aussi de vivre de ce qu'il fait. Il faut savoir que Ron vit de sa production depuis presque 20 ans maintenant, en vendant grâce à des systèmes de vente par correspondance et illustration et des choses comme ça. Et notamment, là, depuis quelques années, il a un système de subscription qui permet des gens envoient de l'argent, ils reçoivent tous les mois un zine, ce qui l'oblige à continuer dans une forme de production et à la fois d'être dans un contact assez étroit avec les gens qui le suivent. Autre chose. And what a strange thing about you is that you are followed by people that are not into comics, but more into the kind of theosophy you are developing. That's been, the last number of years, that's been very exciting for me, because I've been putting out a lot of my work is difficult and abstract and doesn't make sense in comic book form, but I'm interested in a lot of alternative spirituality, esoteric ideas and the occult and things like that. And because graphic novels are more popular, a lot of the people excited about my work are coming kind of from that universe, and there's only so many people that like art comics in the world, and being able to branch out beyond that has been very exciting for me. Donc il raconte qu'en fait, depuis pas mal d'années, il s'intéresse, il est en Californie, il est quasiment obligé d'aller toutes sortes de connaissances ésotériques, la chimie, la théosophie, donc toute une série d'auteurs qu'il a lus et appréciés. Et il se trouve qu'il a pu, par ce biais, et ces fanzines, sa propre production est devenue beaucoup plus opaque en termes de, si on parle en termes simplement de production de comics. Elles sont moins narratives au sens traditionnel, elles se sont ouvertes sur des choses qui mixent à la fois de la séquence, des choses dans lesquelles on suit une action, mais aussi des images plus fortes plastiquement et qui pour lui condensent une pensée qu'il a pu trouver dans un livre qui parfois va écrire littéralement en dessous, donc un mix très particulier entre écriture et dessin. Et il a pu, en fait, à travers le comics, réussir à joindre un lectorat qui n'est pas strictement celui de la bande dessinée, mais qui peut se connecter à cette manière, cet intérêt pour le monde et pour d'autres types de connaissances et d'autres types d'approches, etc. Donc ce qui veut dire qu'il est suivi par toute une série de personnes qui ne sont pas strictement des personnes qui lisent que du comics ou sont dans ce milieu-là. Il y a une question à Dev par rapport à ça. For I know you finished your new graphic novel, which is going to be published next April. Do you still do mini comics or at all, or did you completely? No, yeah, I've completely stopped. Je dis qu'il vient de terminer son prochain roman graphique qui sera publié le mois prochain, et je voulais savoir s'il continuait Once in a while, I'll faire des mini comics. In an anthology comic if a friend asks me, but that's about it. De temps en temps, il fait des histoires courtes pour des anthologies qui sont publiées par des proches, mais il dit qu'il a arrêté, pour ainsi dire, de faire des mini-comics. C'est vrai que sur... Because the book takes 3-4 years to do. Voilà, ça lui prend 3 ou 4 ans pour faire un livre maintenant, donc il a difficilement le temps de faire autre chose. It's been an adjustment because, doing a comic strip, I have something come out every week. Il s'ajustait à ça parce que quand il faisait du strip, du comic strip, il avait quelque chose à produire pour chaque semaine, c'est par définition. Il avait l'impression d'être beaucoup plus productif à cette époque-là. And you'd finish the strip and the next day it'd be published. Ouais, dès qu'il avait terminé son strip, quelques jours après, c'était publié. Now it's years. Il a besoin d'attendre des années entre le moment où il commence à travailler sur un projet et le publier. Donc on a changé sa façon de penser en fait.
Yeah, that's why things like Patreon and with people that are following you force authors to be like advertiser of their own work. That's a whole different system, the Patreon and Kickstarter and all that. I haven't gotten into that at all, but there are a lot of people that fund comics that way too. It's a lot of groveling. There's a lot of groveling. What's the topic of your next book? I can't say. Awesome. Awesome. That's really exciting. So. Il parlait un peu de... Stéphane abordait quelque chose dont on n'a pas parlé là, mais des systèmes qui ont été mis en place aux États-Unis, comme le financement participatif qui existe également en France, dont beaucoup d'auteurs américains se sont emparés de longue date. Ça fait longtemps que Kickstarter existe aux États-Unis, mais aussi un site qui s'appelle Patreon, qui vise à reproduire une forme de mécénat individuel, en fait, où des lecteurs amateurs de tel ou tel auteur peuvent contribuer, donner un petit peu d'argent tous les mois, en fait, pour permettre à ces auteurs d'avoir des revenus réguliers, complémentaires, et en contrepartie recevoir des comics ou des pages, etc. D'ailleurs, il disait qu'il n'utilisait pas du tout ce système-là, du coup, parce que lui, il est maintenant effectivement avec un gros éditeur sur des livres importants qui prennent tout son temps. You know, to be in comics, you constantly have to be aware of how business is changing, because it is always changing. You know, during my career, I mean, it's completely different now, and a lot of people who fail just don't keep up with the changes. Well, not everyone has a book-length story in them. Well, I mean, it's more than just going to books. I mean, it's, you know, it's whatever. But I mean, it just changes so rapidly, and it only lasts for, you know, 5-6 years, and then it's something new. So you really have to keep up with it. De suivre les évolutions de leur métier et du secteur de la bande dessinée, qui est composé de cycles qui changent régulièrement, en fait, de modèle économique. Ah. Oui, bonjour. En fait, c'était juste pour vous dire que j'ai trouvé l'expo sur la micro-édition que vous avez mise en place vraiment très intéressante. Enfin, c'est un vrai bonheur de la voir. Et donc, merci beaucoup. Et je voulais savoir s'il existait un ouvrage ou un bouquin ou quelque chose qui recense la micro, qui soit sur la même thématique avec tous ces auteurs de... Voilà, je ne sais pas s'il existe quelque chose en écrit ou qu'on puisse récupérer quelque part, en fait, plutôt que... En fait, pas vraiment. Il y a vraiment un manque qui est constaté au niveau mondial d'attention sur la micro-édition, sur l'édition alternative. Ça commence doucement à arriver dans le milieu universitaire. Il y a quelques groupes d'universitaires qui commencent à s'attaquer à ces formes culturelles avec... mais du coup, ce sont des écritures universitaires, donc c'est souvent très très solide en termes d'information, mais du coup très pesant en termes de lecture. Et donc il manque, pour faire cette exposition, je me suis adressé à plusieurs amis qui sont dans le champ universitaire et qui connaissent magnifiquement bien les choses et qui étaient hyper excités. Je me souviens, il y a un des universitaires était au passage aux États-Unis et je lui ai demandé de me ramener des planches de Noah Vinciver parce qu'il avait envoyé des planches, mais pas assez à mon goût. Donc j'ai demandé à Noah, renvoie quelques trucs en plus. Il avait dit ok. Donc j'ai dit tiens, tu peux les donner à Benoît Crucifix pour le citer. Et Benoît Crucifix, qui est donc un universitaire, disait quoi, tu vas me demander de prendre l'avion avec des planches de Noah Vinciver, mais c'était pour lui, c'était comme si on lui avait confié le Graal et qu'on avait dit tiens, je vais dans du papier bulle et tu le ramènes. Donc il était extrêmement. Donc voilà, donc ces gens sont extrêmement pointus, connaissent très bien, ils ont un grand intérêt pour ce champ, mais l'écriture qu'ils peuvent produire à propos de ça, elle peut être parfois habitable. Et donc du coup, un des enjeux de cette exposition, c'est de faire ces panneaux biographiques dans lesquels on essaie de saisir le cœur des pratiques de ces gens. Et la seule chose qui existe, non, c'est pas du tout la seule chose qui existe, mais il existe un site web de travail en fait, de cette exposition sur lequel l'ensemble des textes qui sont repris, plus de magnifiques interviews. J'ai fait 17 interviews avec exactement les mêmes questions pour ces 17 auteurs, et donc on a une comparaison de personne à personne, la manière de répondre. Derf répond parfois à des questions par non, des choses comme ça, là où d'autres se lancent dans des explications. Et donc voilà, c'est employé du mois /indie_americans, c'est un site qui est un site de travail, mais qui va encore rester là quelques années. Je me demande si Google ne doit pas l'avoir référencé comme un salopard dans mon dos dans le temps où on parle là.
donc employé du mois / indie_Americans, et celle-ci de travail, il y a les plans, il y a des tas d'informations. Il y a les photos de tous les cadres, toutes les planches et les fanzines proposées. C'est ça, des photos des cadres avec des règles à côté pour voir le nombre de centimètres que ça faisait pendant qu'on était en train de travailler sur l'expo. Donc voilà, plein de super choses à voir. Et on espère vraiment que quelque chose d'autre que des universitaires vont commencer un travail de vulgarisation, parce historiquement, il y a plein de choses intéressantes à dire sur l'émergence de cette bande dessinée alternative, sur la manière dont elle a créé des modèles économiques alternatifs, dont elle a fait émerger des figures importantes, et dont elle produit des filiations, puisque là on a quasiment 3 générations d'auteurs indépendants avec des influences entre eux. Je parle trop, désolé. Voilà, merci beaucoup d'être venu et puis bonne fin de festival.